Houlin, Daf, Kaftet Amoudbet, aux 2 points en haut, 5e ligne. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Levi Saba, Ena Lishrita Ela Basof, Rabbi Yochanan Amar, Yeshna Lishrita, Mitechila Ve'atsof. Maintenant, la Gemara va nous citer une mahloket fondamentale entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos du din de la shrita. Est-ce que la shrita, elle s'étend sur l'action tout entière, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de l'acte de la shrita, ça s'appelle shechita, ou bien le nom de shrita n'a lieu d'être que lorsqu'on arrive à l'essentiel, c'est-à-dire à la shrita elle-même. Quand est-ce qu'on peut considérer que la bête elle a été shritée? Ce n'est que à partir du moment où on a eu le rov siman pour le rof ou rov simanim pour la behema. Mais tant qu'on n'est pas encore arrivé au rov, on ne peut pas considérer qu'il y a eu une shrita. Mais la question se pose, une fois qu'on a atteint la fin, c'est-à-dire on a atteint l'objectif, on a atteint le rov, et donc la bête maintenant elle est shritée, on peut se poser une question théorique. Le nom de shrita repose sur toute l'action, le mouvement tout entier du début jusqu'à la fin, depuis la seconde où le couteau a commencé à couper le cou de la bête, ça s'appelle shrita, jusqu'au rov des simanim, ou bien non. La notion de shrita n'a lieu d'être que lorsque la bête est shritée, c'est-à-dire lorsqu'on est passé du 50% au 51%. La transition de la moitié du siman, la moitié de l'épaisseur du siman qu'on a coupé, et on bascule au rov du siman, comme j'appelle du 50 au 51% du périmètre du siman, de la trachée ou de l'œsophage, du canet ou du véchet, c'est là que j'appelle shrita. C'est ce qu'on appelle en hébreu ena lishrita ela lebasof. Le nom de shrita n'a lieu d'être qu'à la fin. Et c'est ce que pense d'ailleurs Rabbi Rish Lakish. C'est comme ça que dit Rish Lakish au nom de Levi Saba. Ena lishrita ela basof. Mais Rabbi Yochanan Amar yeshna lishrita mitechila ve'atsof. Mais Rabbi Yochanan va dire la shrita s'appelle shrita depuis le début de l'action jusqu'à la fin. Depuis le moment où on a commencé à couper les simanim jusqu'à ce qu'on a atteint le rov des simanim, tout cela s'appelle shechita. La question se pose, quel est l'intérêt de ce débat? A priori, ça a l'air d'être une question philosophique, mais qui n'a pas d'incidence sur la réalité. Quel est l'intérêt de nous dire ça? Yeshna lishrita mitchila ve'atsof ou ena lishrita ela basof. La Gemara va tout de suite nous enseigner quelle est l'incidence de cette question. Alors je relis une fois de plus. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Levi Saba. Rish Lakish ne parle pas en son nom propre, il parle au nom d'un hacham qui s'appelait Levi Hazaken, Levi Saba. Que quoi? Ena lishrita ela basof. La shrita ne s'appelle shrita que lorsqu'on a basculé de 50% des simanim à 51% qu'on arrive à la majorité. Mais le début du mouvement ne s'appelle pas shrita. Ve Rabbi Yochanan Amar, yeshna lishrita mitechila ve'atsof. Mais Rabbi Yochanan dit que tout le mouvement s'appelle shechita. Amar Rava. Rava va interpréter leur discussion en disant Hakol modim hechad eshahat siman ehad oved kochavim ve siman ehad Israël shehi pesula shehare naasaba maase terefa biyad oved kochavim. Rava nous dit détrompe-toi, ne te méprends pas.
ne pense pas que l'incidence de cette mahloket a lieu dans le cas suivant. Imaginons que Réhouven avait une bête et il voulait lui faire la shrita. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au goy qui était à côté de lui, il lui a demandé de commencer la shrita. Il lui a dit, Mister, my friend, est-ce que toi tu peux prendre ce couteau et commencer à couper premier siman? Moi je ferai le deuxième siman. Parce que toi, en tant que goy, si tu fais les deux simanim, alors c'est pas bon. Ma bête, elle sera nevela. Il faut que ce soit un juif qui fasse la shrita. Comme Akash Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Vezavachta kasher tziviticha. Tu feras la shrita comme je te l'ai ordonné. Moshe Rabbeinu est un juif. Celui qui fait la shrita doit être un juif comme Moshe Rabbeinu. Un goy, s'il fait la shrita, il a rendu la bête nevela. Elle est impropre à la consommation. Elle n'est pas cachère. Question. Quel est le din dans le cas d'une behema? Pour la behema, il faut couper combien de simanim? 2. Imaginons que le goy a coupé que le véchet ou que le canet. Ensuite, le juif a fait le deuxième siman, le robe du deuxième siman. Cachère ou pas cachère? On pourrait dire que ça dépend. Selon Rabbi Yochanan qui dit que Yeshna li shrita mitechila be'atsof, que tout le mouvement de la shrita s'appelle shrita, ça fait que le goy a participé à la shrita. Donc ce n'est pas bon. Une partie de la shrita a été faite par le goy, une partie par le juif. Ce n'est pas cachère, la bête est nevela. Quelle est la raison? Une seconde. Deuxième shita, c'est qui? Deuxième shita, c'est qui? C'est Rish Lakish. Rish Lakish, qu'est-ce qu'il dit? Ena li shrita ela le basof. Quand est-ce que la shrita est digne de ce nom? Ce n'est que dans le cas où on a atteint la majorité des simanim. Tant qu'on n'a pas encore atteint la majorité des 2 simanim, la shrita ne s'appelle pas shrita. Donc ça fait que le goy n'a pas participé à la shrita. Étant donné que du 50 à 51%, la transition de la moitié à la majorité, ça s'est fait quand? Quand on a coupé la majorité du deuxième siman. Mais avant, ça c'est qui l'a fait? C'est le juif. Avant ça, ce n'était pas encore une shrita. Donc la partie que le goy a coupée n'était pas une shrita. Donc cette shrita est valable. Le goy a commencé. Le juif a terminé. Puisque le juif a terminé, et d'après Rish Lakish, Enali shrita ela le bassof, on aurait pu imaginer que cette bête soit cachère. Rava nous dit, ne te méprends pas. Cette bête n'est pas cachère, même d'après Rish Lakish. Pourquoi? Il dit, en fait, elle n'est pas nevela, mais elle est terefa. Quelle est la différence entre nevela et terefa? Nevela, c'est lorsque le problème n'est pas au niveau du corps de la bête, le problème il est dans l'action de la shrita. Ça s'appelle nevela. Une bête qui est en bonne santé, elle n'est pas trefa, mais elle a été mal shritée. On n'a pas respecté l'une des règles de la shrita, comme shehiya, drasa, halada, hagrama, ikur. La shrita n'est pas bonne, le couteau n'était pas hadve halak, la bête elle est nevela. Ça c'est ce qu'on appelle nevela. Mais lorsqu'il y a un problème, non pas au niveau du mouvement de la shrita, il y a un problème déjà dans le corps de la bête. Elle est terefa. L'un de ses organes vitaux est atteint. Elle a un trou dans le poumon. Elle a une perforation dans le cœur, par exemple. Tout ça, ça fait que la bête, elle est terefa. Même si tu as fait une bonne shrita, tu ne peux pas la manger, parce qu'elle est terefa. Alors, nous dit Rava, le goy qui a commencé, même si tu ne considères pas cela comme étant une shrita, d'après Rish Lakish, ce n'est pas pour autant que c'est cachère. Parce que c'est vrai que ça ne sera pas nevela, mais ça sera tout de même trefa. Pourquoi? C'est exactement, quand le goy a coupé le premier siman, c'est comme si la bête, par exemple, elle s'était elle-même écorchée en traversant un grillage, une clôture, il y avait une partie saillante, une épine tranchante, et elle s'est coupée, par exemple, un siman. Un siman a été coupé. Tout le siman, par exemple, tout le canet, ou le véchet. Eh bien, dans ce cas-là, elle est tréfa.
Toi, tu viens, tu vas couper le deuxième siman, ça va servir à quelque chose? Pas du tout. Étant donné que elle s'est déchirée le premier siman, donc elle est déjà terefa. Quand tu fais la shrita, une trefa, tu ne l'as pas rendue pour autant consommable. Très bien. Alors on nous dit, la Gemara, l'incidence ne peut pas avoir lieu par rapport à cette question. Tu m'as demandé quel est l'intérêt de ce débat. Qu'est-ce que ça change? Qu'on dise que la shrita n'a lieu d'être qu'à la fin, ou que la shrita, c'est du début jusqu'à la fin du mouvement, eh bien, tu me proposes de me dire, eh bien, voilà l'incidence. Si le goy a commencé la shrita et le juif a terminé. D'après Rabbi Yochanan, ce sera taref, parce que lui dit que tout s'appelle shrita, donc le goy a participé à la shrita. D'après Rish Lakish, qui dit que la shrita n'a lieu d'être qu'à la fin, alors ce serait kasher. C'est pas vrai. Même d'après Rish Lakish, ça ne peut pas être kasher. Pourquoi? Parce que la shrita du goy, c'est comme si elle s'était coupée avec une épine. Donc elle était terefa avant d'être shritée. Une terefa avant d'être shritée n'est pas pour autant consommable. Donc, tu peux m'expliquer quel est l'intérêt de ton débat? Pourquoi tu m'as posé cette question théorique? La Gemara nous dit qu'il y a également un autre cas qu'on aurait pu imaginer comme étant l'incidence de ce débat. Par exemple, si on avait un problème de melika, Echad et Malik, Siman Echad le Mata, ve Siman Echad le Ma'ala, Psula, Sheare Asaba, Maase Hatata Of le Mata. Par exemple, vous savez que le Rof, lorsqu'on l'apporte comme korban, il existe deux sortes de Rofot. Hatata Of et Rolata Of. Quand on apporte les Shtetorim au Shne Beneyona, deux tourterelles ou deux colombes. Alors on sacrifie l'un en tant que Hatat et l'autre en tant que Rola. Quelle est la différence? Hatat sera consommé par les Kohanim après l'aspersion du sang. Le Rola sera entièrement consumé sur le Mizbeach après l'aspersion du sang. Deuxième différence, c'est que la Melika du Hatat, c'est un seul siman. La Melika du Rola, c'est les deux simanim. Rola Tarof, on va rompre et la trachée et l'œsophage, le canet et véchet. Alors que pour Hatat, on va rompre soit le canet, soit le véchet. Troisième différence, c'est que l'aspersion du sang et la Melika elle-même du Rola aura lieu en haut, c'est-à-dire sur le kevesh, sur le sovev. Le Kohen allait monter sur la rampe. Il allait partir à droite sur le kevesh, sur le sovev. Et ensuite, il allait partir dans le keren dromite mizrahit. Il allait faire là-bas la melika du rolatarof. Tandis que pour le hatatarof, il allait se tenir près du yesod, les pieds sur terre. Donc je répète, hatatarof les mata, rolatarof les ma'ala. C'est très facile à se souvenir, rola, rola. Pour la rola, il faut monter. Je vous rappelle un petit peu la configuration du Mizbeach. Le Mizbeach était un triple cube. Il y avait d'abord un cube qui s'appelle Yesod, faisait 32 coudées sur 32 coudées. Ensuite, il y avait un deuxième cube dessus qui faisait 30 coudées par 30 coudées. Le premier cube, le Yesod, avait une hauteur d'une ama. Le deuxième cube avait une hauteur de 5 amot. Un troisième cube qui faisait exactement 28 par 28 coudées de long et de large, mais la hauteur était de 3 coudées. Je répète, le Yesod a une coudée de hauteur, ensuite le Sovev, 5 coudées, ça fait 6, plus 3 coudées, ça fait 9, et enfin, on avait les angles du Mizbeach, ce qu'on appelle Karnot à Mizbeach, c'était des cubes d'une ama, sur une ama, sur une ama. Une ama de long, sur une ama de large, et une ama de hauteur. Tout cela, on avait dans les 4 angles du Mizbeach. Ce qui fait que le Mizbeach atteignait au maximum 10 coudées. Je vous pose une question maintenant que vous avez compris de quoi était constitué le Mizbeach. Dites-moi s'il vous plaît, lorsque le Kohen allait monter sur la rampe, parce que le Kevesh, la rampe, se trouvait au sud du Mizbeach. D'accord ? Et donc il faisait exactement la même taille, 32 coudées de long sur 16 coudées de large. Il allait monter, 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 et au milieu,
il allait prendre la déviation bifurquée vers le Sovev. Je vous demande, le Sovev était à quelle hauteur? 6 coudées, bravo. Puisqu'on a dit que le premier cube, le Yesod, c'était une coudée. Ensuite, pour arriver au Sovev, c'est encore 5. Ce qui fait 1 plus 5, ça fait 6 coudées. Donc, il allait emprunter le chemin vers la droite, en allant du sud vers l'est, donc c'est forcément vers la droite. Et là-bas, à l'angle, il allait faire la Melika Izrikat Adam du Rolatarof. Alors, on a compris que Hatat les Mata, Rola les Mala. Quel est le din maintenant? S'il a inversé, alors il va disqualifier la Rola. Regardez bien, si la Rola, il a fait les Mata, il va la disqualifier. C'est pourquoi maintenant, on peut imaginer un siman. Pour la Rola, il faut combien de simanim? Il faut rompre combien de simanim? 2 simanim. Kané et Véchet. Imaginons qu'il ait fait le Kané, la Melika du Kané du Rolatarof en bas, et la Melika du Véchet en haut. Alors si tu dis que Yeshna lishhita mitchila ve'atzov, alors il a disqualifié la Melika du Rof. Pourquoi? Parce qu'il a fait 50% en bas, 50% en haut. Ce n'est pas bon, il fallait tout faire en haut. Mais si tu me dis que Ena lishhita ela lebasov, donc c'est bon. Pourquoi? Puisque c'est quoi le sof? Le sof, c'est le deuxième siman. Le premier siman, ce n'est que le début. Or, d'après Rish Lakish, qui dit que Ena lishhita ela lebasov, alors on peut imaginer que la Rolatarof, dont il a fait un siman, Melika d'un siman les mata et Melika d'un siman les mala, peut-être ce serait cachère, puisque Ena lishhita ela lebasov. Par contre, d'après Rabbi Yohanan qui a dit Yeshna lishhita mitchila be'atzov, que la shrita s'appelle shrita depuis le début jusqu'à la fin du mouvement, toute l'action s'appelle shrita, alors pareil, toute l'action s'appelle melika, car on compare melika à shrita, puisqu'il faut faire melika des 2 simanim, comme il a fait melika du premier siman en bas, bien qu'il ait fait le deuxième siman en haut, il a tout de même disqualifié le Rolatarof. Donc on peut imaginer que c'est peut-être cela l'incidence. La Gemara dit non. D'après tout le monde, c'est disqualifié. Regardez comment la Gemara s'explique. Elle dit Echad et Malik, Siman Echad le Mata, Ve Siman Echad le Ma'la, Psula. Psula d'après qui? D'après tout le monde. Même d'après Rish Lakish, qui a dit que la Shrita c'est que Bassof. Pourquoi? Shehare, Asaba Maase Hatat Ha'of. Qu'est-ce que ça veut dire? Shehare, Asaba Maase Hatat Ha'of. Rachid dit במקום פיסולה מעשה שהוא חשוב בחטאת העוף להכשירו בכך שמליקת חטאת העוף בסימן אחד ילקח החנמי חשיב לפסול אף על גב דבעולה לא הווה סוף מליקה עד גמר השני. Eh bien, Rashi nous donne une explication très jolie, très belle, en nous disant pourquoi est-ce que même Rish Lakish qui pense que Ena le Shrita el Alebasov, tout de même il serait d'accord que la Melika de ce Rof, qui était Rola, il a fait la Melika d'un siman en bas, comme le Hatat, et la Melika du deuxième siman en haut, comme Rola. Pourquoi même Rish Lakish est d'accord que c'est pas soul? Pourtant, lui, il a dit Ena l'Ishrita et Basov. Réponse, c'est différent de la Shrita. Car dans la Shrita, il va nous dire tant que tu n'as pas basculé vers la majorité des simanim, alors tu n'as rien fait. Car la Shrita, c'est quoi? C'est Rov Simanim. Tant que tu n'as pas basculé de 50% à 51%, il n'y a rien eu. Ça s'appelle même pas un début de Shrita. Ena l'Ishrita et Basov. Pas comme Rabbi Yohanan qui dit Yeshna l'Ishrita mitchila ve'atzov. Eh bien, tu aurais pu imaginer que c'est pareil pour Melika. En Melika et Basov. Il te dit non. La Melika d'un siman, même pour Ola, c'est considéré Hashuv Melika. Pourquoi? Étant donné que pour Hatat Arof, la Melika d'un seul siman suffit, ça veut dire que la Torah a accordé une Hashivut primordiale et cruciale à la Melika d'un siman. Je ne peux pas négliger en disant « Oh, tu sais, ce n'est pas grave, même s'il a fait la Melika de la Ola en bas, mais de toute façon, c'est qu'un seul siman. En Melika est là, les Basov. »
Un seul siman, c'est le début, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Preuve, c'est que pour Hatatarov, un seul siman, c'est toute la Mélika. Puisque pour Hatatarov, c'est toute la Mélika, sous-entendu que la Mélika d'un siman, c'est extrêmement important. Ce n'est pas négligeable. Par conséquent, même Rish Lakish serait d'accord pour dire que si il a pris le Rolatarov et au lieu de faire la Mélika des deux simanim en haut, il a fait la Mélika d'un siman en bas et il a terminé en haut, eh bien, ce Rolatarov est pas soul, n'est pas cachère, puisque il a fait une moitié non négligeable en bas, il a disqualifié. Et ça, c'est d'après tout le monde, il n'y a aucune mahloquette là-dessus. Alors la Gemara va dire Lo nehleku ella kegon sheshahat siman ehad bahutz ve siman ehad bifnim. Leman de amar yeshna lishchita mitchila ve'ad sof mihyav. Leman de amar ena lishchita ela basof lo mihyav. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il existe une notion de shchut et chutz. Celui qui fait la shchita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash est hayav karet, passible du retranchement. Tellement c'est grave de faire la shchita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Figurez-vous, c'est ainsi que Rashi explique la Gemara ici, que cet homme a pris un rof qui était Rolat Harof, et il a, au lieu de faire la Mélika à l'intérieur, en montant sur le Kevesh, et d'aller sur le Sovev, et de se tenir sur le Keren, Dromit Mizrahit, et de faire la Mélika des deux simanim comme il se doit, regardez-moi ce qu'il a été faire ce monsieur. Il a pris le rof, il a sorti à l'extérieur, d'accord? Et il a fait la shrita d'un siman à l'extérieur, et la shrita d'un siman à l'intérieur. D'accord? D'après celui qui dit que yeshna li shrita mitchila ve'ad sof, alors ce monsieur il est hayav karet, puisqu'il a commencé la shrita du rof à l'extérieur, eh bien ça s'appelle shchut et chutz. Puisqu'il a terminé à l'intérieur, il a terminé l'action. Puisqu'il a terminé l'action, il s'avère rétroactivement que depuis le début du mouvement, l'action d'Ashrita avait commencé. Or, il a fait la Shrita où? Dehors. Ça s'appelle Shchut et chutz. Alors, il est Hayav Karet. Mais d'après Rish Lakish qui dit que Ena li Shrita ela le basof, la Shrita ne s'appelle comme telle qu'à la fin, pas au début. Donc le début ne s'appelle pas Shrita. Cet homme ne sera pas Hayav Karet. Bien qu'il ait fait la Shrita d'un siman du Rolatarov à l'extérieur, il ne sera pas Hayav Karet. J'ouvre une parenthèse pour poser une question que vous avez envie de poser, je le sais. Vous avez envie de me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Shrita du Rof à l'extérieur? Mais on n'a jamais vu de Shrita de Rof. Un Rof, il n'y a que Melika. Eh bien, Rashi nous cite une Gemara dans Masechet Zevachim qui déduit d'un pasouk où la Torah fait allusion à la shrita de shchut et chutz, même pour les rofot. C'est-à-dire, bien qu'en général, un rof, c'est bemelika, un rof, il n'y a pas de shrita dans le Beth Amikdash. Le rofot, c'est que melika. Mais tout de même, si tu as fait shchut et chutz, tu as fait une shrita à l'extérieur du rof, cette shrita est considérée comme une melika et il le rendra passible de karet. Mieux encore, je vais vous surprendre en vous disant que s'il avait fait melika de ce rof dehors, il n'est pas hayav karet. Pourquoi? Parce que melika dehors, ça ne veut rien dire. Melika, ce n'est pas un acte qui est apte et adapté au rofot à l'extérieur du Beth Amikdash. Tu as pris le korban rof et tu lui as fait melika dehors, tu n'es pas hayav mishum shchut et chutz. Tu ne seras hayav mishum shchut et chutz que si tu fais maaseh shrita. Et bien qu'en général la shrita n'est pas adaptée au rofot, c'est vrai que dans le Beth Amikdash. Mais bahut, oui, c'est adapté, et par conséquent, s'il a fait la shrita d'un siman du Rolatarov, bahut, et la melika du deuxième siman, bifnim,
eh bien ce monsieur sera Hayav Karet d'après Rabbi Yochanan, qui dit Yeshna lishchita mitchila ve'atsof. Car même l'action qu'il a faite au début s'appelle Shchita et donc c'est Shchut Echutz. Par contre, d'après Rish Lakish qui dit que la Shchita ne porte ce nom qu'à la fin de l'action, eh bien en effet, cet homme ne sera pas Hayav Karet, car la Shchita qu'il a faite d'un seul siman du Rolatarof à l'extérieur ne s'appelle pas Shchita, puisqu'il a fait qu'un seul siman. Et la fin de la Shchita, il a faite à l'intérieur du Beth Amikdash. C'est la fin qui s'appelle Shchita. Et la fin était faite à l'intérieur, donc c'est pas Shchut Echutz, il ne sera pas Hayav Karet. Maintenant, la Gemara nous dit que Rabba Bar Shimi n'est pas d'accord avec Rava pour dire que c'est cela l'incidence de leur mahloket. La mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Amar le Rabba Bar Shimi, Mar lo Amar Hachi, ou Mano Rabbi Yosef. C'est-à-dire, Rabba Bar Shimi va dire à Rava, tu m'excuses, mais Rabbi Yosef n'est pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que lui, Rabbi Yosef a dit la chose suivante. Echad eshahat siman echad bahutz, ve siman echad bifnim, nami pasoul. Pourquoi? Share asaba maase hatat ha'of bahutz. Même dans le cas de Of, dans le cas de Shchita bahutz, et avec la fin bifnim, siman echad bahutz ve siman echad bifnim, tout le monde est d'accord que cet homme est Hayav Karet. D'après Rabbi Yosef, il n'y a pas de mahloket. Même Rish Lakish en est d'accord. Pourquoi? Pour la même raison que nous avions déjà vu tout à l'heure, rappelez-vous, c'est que un siman, c'est hashuv, au niveau du off. C'est pas comme pour les behemoth. Pour les behemoth, il faut 2 simanim. On n'a jamais vu qu'un seul siman peut suffire pour une behema. Donc moins que 2 simanim, c'est 0. Par contre, pour les ofot, même s'il s'agit là de Rola Ta'of, et Rola requiert la Mélika de 2 simanim, c'est vrai. Mais dans le cas où il a fait la Shchita d'un siman Bahutz, même Rish Lakish qui pense que Enal et Shchita et la Bassof, tout de même ici, ça s'appellerait Shchita Bahutz. Il est Hayav Karet. Pourquoi? Car au niveau du Off, même un siman est considéré comme Shchita. Parce que la Torah a accordé une importance à un siman dans le Off. Preuve, c'est que Hatat Ha'of, un seul siman suffit. Donc si pour Hatat, un siman suffit pour sa Melika, sous-entendu qu'un siman, même dans Ola, c'est aussi Hashuv. Certes, tu n'as pas terminé, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas commencé. Puisque au niveau du Hatat, un siman, c'est la totalité de la Melika, bien que pour Ola, ce n'est pas suffisant, ne me dis pas que c'est rien. C'est quand même un début. Et si c'est un début, alors quelqu'un qui aurait fait la Shchita Bahutz d'un siman de Ola Tarof, ça s'appelle Shchut Echutz, même d'après Rish Lakish. C'est comme ça que Rabbi Yosef raisonne, et par conséquent, il va lui dire, alors on n'a toujours pas trouvé l'incidence de ce débat. À quoi sert de discuter maintenant Aïm Shchita mitchila ve'atzov, ou en Shchita et la Bassof? Quelle est la conséquence de cette discussion qui a priori est totalement théorique? Voici ce qu'il lui propose Rabbi Yosef. Lo nechleku la kegon sheshahat mi'ut simanim bahutz ugmaro bifnim leman de'amar yeshna lishchita mitchila ve'atzof mihyav leman de'amar ena lishchita ela bassof lo mihyav. Voilà, enfin, on aura trouvé maintenant le cas de figure précis sur lequel ils discutent. Imaginez-vous, quelqu'un a une behema, d'accord? Imaginez-vous, quelqu'un est en train de faire la shrita d'un korban, au lieu de faire à l'intérieur du Beth Amikdash, il fait à l'extérieur du Beth Amikdash. La bête, elle est par terre, et il commence à couper les simanim. Et pendant qu'il coupe, imaginez-vous un cas vraiment très imaginatif, je sais que ce sera difficile pour vous d'imaginer cela, mais imaginez-vous Réhouven et Shimon. Réhouven a commencé la shrita du korban à l'extérieur du Beth Amikdash.
S'il avait terminé totalement la shrita, quel aurait été le din? Hayav karet. Parce que ça s'appelle shhute hutz. Nachon? Maintenant, ce qui s'est passé, il était juste devant la porte du Beth Amikdash, et il a commencé à faire la shrita, et Shimon, il tire la bête, et Réhouven, il continue avec le mouvement. Il n'a pas arrêté une seconde le mouvement. Il continue et il suit Shimon. Et dès que la bête a été introduite totalement à l'intérieur, ça y est, Réhouven a terminé la shrita. Il est passé de 50% à 51% des simanim. Donc je répète, mi'ut simanim bahut, rov simanim bifnim. Donc il a commencé la shrita à l'extérieur du Beth Amikdash, il a terminé à l'intérieur. C'est là la mahloket. Là il y aura une incidence à l'achik. Selon Rish Lakish qui dit que la shrita n'est considérée comme telle qu'à la fin, alors en effet cet homme ne sera pas hayav karet. Car au moment où il a commencé la shrita, il était à l'extérieur, mais ce n'était pas encore une shrita, puisqu'il avait coupé qu'une minorité des simanim. Quand est-ce que ça s'appelle shrita? Que lorsqu'il est rentré à l'intérieur, là-bas il a coupé le rov. Eh bien, le rov était à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais d'après Rabbi Yohanan qui dit que la shrita porte ce nom, c'est l'action de la shrita porte ce nom depuis le début jusqu'à la fin. Hein. Depuis le début de l'action jusqu'à la fin, ça s'appelle shrita. Alors il a commencé la shrita bahut, il est hayav karet. Bien qu'il ait terminé à l'intérieur, mais ça suffit qu'une partie de l'action soit faite à l'extérieur pour être hayav karet, car ça s'appelle tout de même shrita ce qu'il a fait dehors. C'est vrai qu'il n'a pas fait toute la shrita dehors, mais il a fait tout de même une partie de la shrita dehors. Une partie de la shrita s'appelle shrita, donc il est hayav karet selon Rabbi Yohanan. Voici une incidence pratique. Rabbi Zera va objecter. Mativ Rabbi Zera. Kol ha'asukin bepara mitehilla ve'atsof metamein begadim. La Torah nous dit que celui qui s'occupe de fabriquer les cendres de la vache rousse, eh bien, va devenir tamé pour une journée. Kol ha'oskin bepara mitehilla ve'atsof metamein begadim. Ça veut dire que non seulement eux-mêmes sont tamés, mais même les vêtements qu'ils portent au moment où ils ont travaillé pour les opérations de la para adouma, ils deviennent tamés. Vous savez que la para adouma, ça commence par quoi? Ça commence par la shrita. Ensuite, il y a le recueillement du sang, Kabbalat Adam. Ensuite, on fait Hazza'a Sheva Peramim, c'est-à-dire que depuis le Haratzofim, où il se trouve là-bas, il va asperger 7 fois le sang de la para adouma en direction du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Ensuite, on allait brûler la para adouma entièrement. On allait jeter dans le feu de ce bûcher où on brûlait la para, on allait jeter là-bas quoi? Retz Erez, Ezov ou Shni Tolaat, un bois de cèdre, un bouquet d'hysope et aussi un tissu rouge écarlate qui avait été teint avec du sang de Tolaat. Et enfin, on allait ramasser toutes ces cendres pour les utiliser, pour les mélanger ensuite à de l'eau, Maïm Haïm, de l'eau de source, pour asperger les personnes qui étaient Tme'emetim. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Qui est-ce qui devient tamé? Et pas que lui, même ses begadim, c'est tout celui que j'ai énuméré maintenant. Depuis la shrita jusqu'au rassemblement des cendres, jusqu'au ramassage des cendres. Ou posli notab imlacha acheret. Il y a également, deuxième halacha, c'est que celui qui s'occupe de la shrita, de la combustion, et ensuite du ramassage de Efer Para, ces hommes-là, qui s'occupaient de ce qu'on appelle Asukin be Efer Para, Asukin ba Para, ils n'ont pas le droit de faire deux choses à la fois. Si par exemple, c'est comme ça que Rashi donne une dogma. Imaginons que Réhouven est en train de faire la shrita de la para adouma avec la main droite. Et avec sa main gauche, il est en train de couper des carottes.
d'alahat, des courgettes. Il fait deux choses en même temps. Eh bien, la paradouma, maintenant, elle est disqualifiée, invalidée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire deux choses en même temps quand on fait un korban. Quand on fait la paradouma. Poslinota bimlacha aheret. Ça s'appelle qu'on est possel, on disqualifie, on invalide la paradouma à cause de la mlacha aheret qu'on fait en même temps. Maintenant, on nous dit comme ça. Iraba psul bishhitata ben kodem pisula ben lehar pisula ena metam'a begadim behazaata kodem pisula metam'a begadim lehar pisula ena metam'a begadim. On a dit que toutes les personnes qui s'occupaient de la fabrication des cendres de la paradouma devenaient tamées pour un jour. Pas seulement eux, même leurs begadim. Quel est le din si finalement il y a eu un psoul dans la shrita? Il s'avère que la shrita de la paradouma était invalide. Il y avait un problème dans le couteau, il y avait un problème dans la shrita, shehiyah, drassa, hagrama, ikur, halada. En tout cas, la shrita n'était pas valable. Est-ce que les personnes qui se sont occupées de la paradouma sont tamées ou pas? Réponse, non. Étant donné que la shrita a été invalidée, alors même, par exemple, le shohet, qui a commencé la shrita, lui ne va pas devenir tamé. Pourquoi? Parce qu'il s'avère à la fin de la shrita que la shrita n'était pas bonne. Donc il n'y a pas ici de paradouma. Il n'y a pas de paradouma. Il n'y a pas du tout de tum'a, de oskin, bapara. Alors, question. Quel est le din si la shrita était bonne? Mais il y a eu un problème au moment de la haza'a. C'est-à-dire que, par exemple, au moment de la haza'a, il a fait autre chose. Avec d'une main, il aspergeait les 7 aspersions de sang en face du Beth Amikdash, et avec une autre main, il était en train de faire du repassage. D'accord, je m'amuse. C'est juste, vous pouvez imaginer toutes 1001 opérations qu'il peut faire. Bon, mais Kitsour, maintenant, cet homme a invalidé la paradouma. Je vous pose la question. Par exemple, le shohet de cette para. D'accord? Est-ce que ces bgadim sont tamés? Est-ce que lui et ses bgadim sont tmeim? Eh bien, réponse, oui. Pourquoi? Parce que le psoul est survenu qu'à partir de la haza'a, pas au moment de la shrita. La shrita était valable. Ensuite, on a recueilli le sang. Ensuite, on a aspergé le sang. Quand est-ce qu'il y a eu un problème? Ce n'est que dans la 3e opération. Alors, on dit comme ça. Ceux qui étaient oskim bapara avant la disqualification sont tmeim. Ceux qui ont été oskim bapara après la disqualification ne sont pas tmeim. Imaginons par exemple, on a tout de même pris la para et on l'a tout de même brûlé et on a ramassé les cendres, on a mis dedans le bois de Hetz Erez ou Shni Ezov Tolat. Alors arrive le rabbi, il dit, messieurs, ces cendres sont psoulim, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'au moment d'aspersion, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du repassage en même temps. Alors, ceux qui viennent après, alors ces cendres-là ne sont pas cachères. Alors tout le monde vient et pose la question, Rabbi, on est tamé ou pas tamé? Alors il dit, ceux qui étaient avant la haza'a sont tamés. Ceux qui sont arrivés pour s'occuper d'apparat après la haza'a ne sont pas tamés. Je relis. Behaza'ata. Il y a eu un problème, un psoul, au moment d'aspersion du sang les 7 aspersions de sang en face du Beth Amikdash. Kodem pisula metam abgadim. Les ahar pisula ena metam abgadim. Ceux qui se sont occupés d'apparat avant qu'elles soient disqualifiées, alors leurs begadim sont tmeim. Ceux qui sont occupés d'apparat après la disqualification, leurs begadim sont tehorim. Ve'i amart yeshna lishchita mitchila ve'ad sof. Liflog name bishchitata. Eraba psul bishchita kodem pisula metam'a begadim. Le'achar pisula ena metam'a begadim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, pourquoi est-ce que tu avais besoin d'aller chercher un cas de figure où on a des gens qui sont tmeim avant, des gens qui se sont occupés avant, ils sont tmeim,
des gens qui se sont occupés de la para après la disqualification restent Tehorim. Dans quel cas tu trouves du avant et du après que si le problème est survenu pendant la Haza'a? Il a fait Haza'at Adam et en même temps il a fait du repassage avec la deuxième main. D'accord? Ou il a coupé des carottes avec la deuxième main. Et Kitsour, il a fait un autre travail. Ah bon? Il n'y a que ce cas que tu as trouvé? Sous-entendu que s'il y avait un problème au niveau de la Shechita, il n'est pas possible d'avoir un avant et un après. C'est pas vrai. Bish lama d'après Rabbi Yohanan, je peux comprendre, parce qu'il dit Yeshna li Shechita mitchila ve'ad sof. D'accord? Mais d'après celui que Ena li Shechita ela le batsof, alors il y a un avant et il y a un après. Elle est forte celle-là. Hein? Elle est top. Bah oui, pour Ashlakish, c'est comme ça qu'il faut prendre. Bah oui. Si c'est la fin, c'est qu'il y en a avant. Et avant, alors que s'il y a eu des problèmes, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire, d'après ce raisonnement, pour Ashlakish, il n'y a rien qui se passe. Puisque... Je répète. Au contraire, d'après Rish Lakish, qui dit que la Shrita, excusez-moi, le contraire. D'après Rish Lakish qui dit que la Shrita c'est que Bassof, donc lorsqu'il a commencé la Shrita au début c'est 0. Donc il ne peut pas y avoir de Tum'at Begadim, puisqu'on n'a même pas encore commencé le Esek Be Para. La question se pose que d'après Rabbi Yohanan. D'après Iamarti Yeshna li Shrita mitchila ve'atzov comme Rabbi Yohanan, liflogna me bishritata, ira bapsul bishita. Kodem pisula metam abgadim, et ahar pisula et nametam abgadim. Là, on aurait pu trouver un cas d'avant et d'après, en disant celui qui a fait la shrita de la bête, Nachon, il a fait la shrita de la bête, puisqu'il était avant, imaginons on était 2 personnes. Il y en a un qui a commencé, l'autre il a terminé la shrita. Nachon? Quel est le din du premier? Tamé. Quel est le din du deuxième? Celui qui a fait la fin. Il est tamé pourquoi? Parce qu'il a fini. Mais ceux qui viendront après, Tao. Donc voilà, tu peux dire que il y a une différence aussi entre avant et après, même au niveau de la shrita. Tu n'avais pas besoin de sauter à Haza'a pour trouver un avant et un après. D'après Rabbi Yohanan, aussi on peut avoir des gens qui sont Tme'im avant et d'autres qui sont Tehorim après. Si tu dis que la Shrita, elle commence depuis le début, quand il a invalidé la Shrita à la fin, le bonhomme au début, quand il a commencé la Shrita, ça s'appelle Osek, Bapara, et à ce moment-là, elle n'était pas encore invalide. Quand est-ce qu'elle a été invalidée? Qu'à la fin. Donc, voilà, tu peux avoir quelqu'un qui est tamé avant la shrita, c'est-à-dire celui qui a fait la shrita, et au début de la shrita, celui-ci devrait être tamé au titre de Rosek Bapara. Amarava nidkalkela shechita ka'amart, sha'ane hatam diglai milta le mafriya de la shrita iklal. La Gemara dit, ça ce n'est pas une question. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas une question? Parce qu'étant donné que à la fin la shrita a été invalide, eh bien ça ne s'appelle pas une shrita depuis le début. On ne peut pas appeler ça Rosek Bapara. Réfléchis. Pour la même raison que tu dis que cet homme-là, il a fait une shrita du début jusqu'à la fin, pour cette même raison, il faut dire qu'il a fait une mauvaise shrita du début jusqu'à la fin. Car l'invalidation de la fin entache le début. Je prends un exemple. À la fin de la shrita, il a fait drassa. Il a appuyé sur le couteau, il a écrasé la bête. Depuis quand je considère qu'il a fait drassa? Eh bien, depuis le début de la shrita. Si c'est depuis le début de la shrita qu'il a fait drassa, eh bien, c'est pas une shrita. Si ce n'est pas une shrita, donc ça s'appelle pas Rosek Bapara. Si ça ne s'appelle pas Rosek Bapara, donc il n'est pas tamé. Voilà. Si tu réfléchis, alors il faut pousser la réflexion jusqu'au bout. Ne t'arrête pas au milieu. Tu me cites que la notion de Yeshna li shrita mitchila ve'ad sof, c'est au sof qu'elle est devenue nevela,
mais au début, elle n'était pas encore Nevela, donc il devrait être tamé, parce qu'au début, il s'appelle Osek Bapara. Ce n'est pas vrai. Si tu me dis qu'à la fin de la Shrita, c'était une mauvaise Shrita, donc depuis le début du Maasé, c'était une mauvaise Shrita. Si c'est une mauvaise Shrita depuis le début du Maasé, donc il n'a jamais été appelé Osek Bapara. Donc c'est comme ça que Rav a dit, ta question n'en est pas une. Mais s'il y a une belle question à poser, c'est la mienne. Regardez comment dit Rava. Amar Rava, Ikashiali, Hakashiali. Si tu veux une belle question, la voici. Leman de Amar, Ena lishchita el basof, liflog bershera de para, kegon de shehatu abitre gavre, de gavra kama lo mitam'a, de gavra batra mitam'a. C'est-à-dire, Rava propose, et là encore une fois, je fais appel à votre capacité imaginaire, votre force imaginaire. Imaginez-vous, deux hommes, Réhouven et Shimon. Et il y a un long couteau. Un, il attrape par là, l'autre, il attrape par là. C'est-à-dire, le premier dit, laisse-moi faire. Il commence la shrita. Il commence. Il a fait qu'une minorité des simanim. Il dit à Shimon, allez, termine. Shimon termine. À la fin, qu'est-ce qu'on a? À la fin, qu'est-ce qu'on a? Hein? Une shrita normale. Tout va bien? Nachon? Quel est le din maintenant? Une seconde. Quel est le din maintenant si finalement, à la fin, la shrita était bien faite? Nachon? Si la shrita était bien faite. Alors le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Le deuxième a fait une bonne shrita. Est-ce qu'il s'appelle Osek Bapara? Oui. Donc il est tamé. Le premier, est-ce que ça s'appelle qu'il a fait une shrita? Non. Parce que d'après Rish Lakish, une shrita, il a les basof. Donc il dit, voilà, c'est ça ma question que je pose. Ma question, je ne la pose pas à Rabbi Yohanan. Ma question, je la pose au contraire à Rish Lakish. Rish Lakish, tu me dis que le début de la shrita, c'est 0. Qu'est-ce qu'on appelle shrita? C'est que basof. Alors quelqu'un qui s'occupe de faire la shrita de para adouma, à quel moment il s'appelle Osek Bapara? Que à la fin, quand il a fait la shrita, quand il a terminé. Donc la première personne qui a commencé la shrita n'est pas tamé puisqu'il ne s'appelle pas Osek Bapara. Alors pourquoi la Mishnah, la Baraita qui avait fait cette différence entre avant et après, elle a trouvé la seule différence entre avant et après, c'est quand il y a eu un problème au niveau de la Haza'a. Ce n'est pas vrai. Moi, je peux trouver un avant et un après, même au niveau de la Shrita. Lorsque la Shrita était bien faite, mais par deux personnes, alors la première personne, elle restera Tahor, parce qu'elle n'a pas fait de Shrita. Elle s'appelle pas Osek Bapara. Et la deuxième personne, elle est tamée, parce que ça s'appelle Osek Bapara. Je vous écoute. C'est comme ça qu'il a fait Shrita tout seul. La réponse est donnée par Rabbi Yosef. Amar Rabbi Yosef, très gavré behad zivha ka amart. Comment, Bichlal, tu peux parler de deux personnes qui ont fait la shrita de la para adouma? Mais la para adouma a le même statut qu'un korban. Et par conséquent, comme pour un korban, on n'a pas le droit d'avoir deux hommes qui fassent la shrita du même korban, ainsi, la para adouma, il n'est pas possible que deux hommes fassent la shrita de la para adouma. Puisque, regardez ça, Barmine de Ahu exclut ce cas, ça n'existe pas. Detanina, Tizbah, Sheloyu, Shenaim, Shohatim, Zevach Ehad. On apprend du pasouk, Tizbahuhu, c'est écrit Tizbahuhu sans le vav, c'est comme si c'était écrit Tizbahehu. Sheloyehe Ehad, Shohet, Shnezvahim. Faut pas que un homme coupe la tête de deux corbanotes en même temps. Tizbahuhu, hu, veloshnaim. Et deuxièmement, tizbahehu, ehad, un shohet et pas deux shohatim qui tiennent le couteau pour faire la shrita du même korban, ou bien que un commence et l'autre termine. Non, c'est possible.
Dans Houlin, c'est possible, mais pour les Zvahim, c'est pas possible. Donc même pour Para Adouma, ce n'est pas possible. Alors quelle question tu poses? Même dans la théorie, ça ne peut pas exister. Donc voilà comment Rav Yosef a répondu. Mais Abaye réfute cette réponse en disant Amar le Abaye, la vitmar Allah, Amar Abba Barbar Hana, Marab Yohanan, Zo divrei Rabbi Elazar Barbi Shimon Stimta'a, Aval Chachamim Omrim, Shnaim Shohatim Zevach Ehad. ולרבי אלעזר ברבי שמעון נמי לפלוג כגון דשחת חד גברא בשני סודרים דסודר כמה לא מטמא וסודר בתרא מטמא. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose la question et elle dit en effet je peux te dire que cette braïta elle marcherait très bien d'après Rabbi Elazar Barbi Shimon. Au contraire, cette Gemara pourrait très bien marcher d'après Chachamim. Parce que cette halakha qui consiste à dire que deux personnes n'ont pas le droit de faire la shechita d'un même korban, ce n'est que l'avis de Rabbi Elazar Barbi Shimon. Par contre, Chachamim disent qu'il n'y a aucun problème. Comme pour Houlin, deux shohatim peuvent faire la shechita d'une même bête, même pour korban, deux shohatim peuvent faire la shechita d'un même korban. Eh bien, dans ce cas-là, la question peut être posée, regardez. S'il y en a un qui a commencé et l'autre a terminé, ça c'est une question, mais même mieux. Kegon de shahat had gavra bishne sudarim, des sudar kama lo metame, des sudar batra metame. Imaginez-vous, et là vous allez éclater de rire, imaginez-vous que le shohet de la para Adouma portait un chapeau. D'accord? Il a commencé la shechita. Arrive un ami, très sympathique, il lui change le chapeau. Il lui retire le premier chapeau et il lui met un deuxième. On a dit que quelqu'un qui s'occupe de Para Adouma, il devient tamé. Au début de la shechita, il a commencé la shechita, il avait un chapeau. On lui a retiré ce premier chapeau, on lui a mis un deuxième, il a terminé la shechita. Si tu me dis, d'après Rish Lakish, que en shechita et la basof, lequel chapeau va être tamé? Le deuxième. Le deuxième. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah n'a pas parlé de ce cas? Quand elle a dit il y a un avant et un après, ce n'est que lorsqu'il y a eu un problème dans Haza'a. Ce n'est pas vrai. Même s'il n'y a eu aucun problème dans la Haza'a, il n'y a eu aucun problème même dans la Shechita. Il peut y avoir un avant et un après, c'est-à-dire la même personne qui a fait la Shechita de Para Adouma et qui a porté deux vêtements, un chapeau au début et un chapeau à la fin. Le premier, il reste tahor, parce que ça ne s'appelle pas encore Shechita, puisqu'il c'est pas encore Shechita, donc il ne s'appelle pas Mit'asek Bepara Adouma. Par contre, le deuxième chapeau qu'il a porté au moment de la fin de la Shechita devrait être tamé, puisqu'il est Osek Bepara. Alors pourquoi tu n'as pas dit ça? La Gemara répond, elle dit Ela Bepisula de Para Kamaire, Berchera lo Kamaire. En fait, c'est vrai qu'on aurait pu trouver ce cas, mais nous on a voulu trouver des cas de figure que dans une para Adouma qui a été invalidée, pas dans une para Adouma valide. Dans une para Adouma valide, vous avez raison, dans une para Adouma invalide, c'est là le Inyan.